Bienvenue à tous sur Média TV, c'est un plaisir de vous retrouver. Et s'il y a un groupe de mots qui revient très souvent actuellement, eh bien c'est examen, contrôle, évaluation. Donc voilà, c'est la période, nos enfants ont besoin de nous et surtout comment les aider. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec Zineb Lahmati qui est coach en éducation. Comment ça va Zineb? Un plaisir de vous avoir. Ça va, merci beaucoup, le plaisir est partagé. Donc actuellement, c'est la grande tendance des évaluations, des contrôles. Dans l'absolu, de quoi nos enfants ont-ils besoin? Comment peut-on les aider? Alors, clairement, dans l'absolu, au fait, c'est vrai que cette période, c'est une période soit pour les brevets, soit pour les bacs français, le baccalauréat. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une période où beaucoup d'enfants, d'adolescents sont normalement dans une phase préparatoire. Généralement, pour beaucoup, les évaluations sont synonymes de stress, d'angoisse, de panique. Il existe bien sûr des méthodes pour préparer ce passage difficile, mais surtout des comportements à éviter pour pouvoir mettre toutes les chances du côté de l'étudiant. Donc, normalement, lorsqu'on parle de l'effort, de la confiance, de l'autonomie, de la motivation, ce sont des aptitudes, si vous voulez, que l'enfant a normalement développées au fil de toute sa scolarité. Mais il doit les réactiver au profit d'une période d'examen. Et au fait, c'est ça le plus difficile parce que comment faire réveiller en lui la motivation, les petits trucs et astuces pour qu'il puisse se remettre en place dans ses méthodes de travail. Il doit assimiler que surtout les révisions, c'est surtout un travail régulier qui doit se faire tout au long de l'année. Bon, ça, factuellement, c'est la réalité. Les révisions doivent se faire tout le temps et de manière progressive toute l'année. Absolument, ça c'est une réalité. Maintenant, on va dire, au mois de juin, c'est la période quand même des examens, des contrôles. Alors, avant de parler peut-être des enfants, qu'est-ce que nous, parents, nous faisons pendant cette période et qui, au contraire, nuit à cette concentration, à cette confiance en soi chez nos enfants qui passent des examens actuellement? Alors, très bien. D'abord, nous, en tant que parents, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. D'abord, au niveau, si vous voulez, de comment nourrir son enfant, c'est pas mon sujet ni mon domaine de prédilection, mais l'alimentation est très importante à cette période-là. Donc, les protéines, les sucres lents, les oméga 3, etc. Surtout, faites en sorte que votre enfant ne saute pas le petit déjeuner. Moi, ces derniers temps, je reçois beaucoup d'enfants qui ne petit-déjeunent plus. Je ne comprends pas pourquoi. Avant, c'était plus les bacheliers. Maintenant, même les enfants qui sont au primaire décident de ne pas petit déjeuner parce que ils n'ont pas faim. Du coup, à partir de 11h midi, il y a une petite baisse de tension, une baisse de régime, il y a la tête qui tourne, la concentration qui commence à se fluidifier. Donc, du coup, le petit déjeuner est très important. Aussi, le cerveau, alors quand je dis qu'il faut bien nourrir le cerveau, il représente 2% du poids corporel, il consomme 23% des calories en phase de repos, donc c'est très important à cette période-là de le solliciter, donc d'avoir des repas équilibrés. Aussi le sommeil, les parents, vous devez être garant du sommeil de votre enfant, il doit dormir tôt, pour les bacheliers, pour les personnes qui sont bien sûr pour les adolescents qui travaillent tard, etc. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Avant 11h30, il faut pouvoir tout déposer et dormir pour que le cerveau puisse, si vous voulez, consolider la mémoire et les souvenirs de la veille, les informations de la veille, les informations acquises. Et pour ça, il faut se coucher tôt et dormir tôt. Et le troisième point pour les parents, c'est surtout ne pas envoyer, si vous voulez, le stress que vous pouvez porter pour cette période-là à vos enfants, parce que vos enfants, à ce moment-là, ils sont très vulnérables et tout ce que vous pouvez leur dire, ils captent vos informations beaucoup plus qu'en temps normal parce qu'ils sont vulnérables surtout. Parce qu'ils sont dans une période assez fragile psychologiquement, parce qu'ils sollicitent tout leur sens à cette période-là. Soyez bienveillants, essayez de leur donner du peps, essayez de leur dire que vous avez confiance en eux, essayez de leur dire qu'ils sont bons, essayez de leur dire qu'ils vont réussir et surtout, dites-le avec conviction. Mmh.
Ça, c'est un volet qui est extrêmement important parce que justement, nourrir le corps, nourrir le cerveau, ça c'est à la limite avec le sommeil, à la limite, c'est des choses que les parents sont capables de faire. Mais gérer eux-mêmes leur angoisse, leur stress face aux examens de leurs enfants, ça c'est beaucoup plus complexe et c'est un volet qui est extrêmement important, comme vous l'avez si bien expliqué, Zineb El Amarti. Maintenant, nos enfants. Alors, bien sûr, ça dépend des âges, mais comment ils peuvent, comme vous avez dit, refaire fonctionner, redéclencher en eux tous ces automatismes qu'ils ont appris tout au long de l'année scolaire ou des autres années qui leur permettent de faire face à leur contrôle, à leurs examens. Alors d'abord, on va parler d'une chose qui est très importante par rapport à cette période-là précise du mois de juin au niveau scolaire, c'est la maîtrise du temps. Donc du coup, c'est le planning. C'est le point fondamental de ces révisions parce que généralement, il y a une charge de travail tellement énorme. Les cours, les leçons sont longues, il y a plusieurs leçons. Le bac français, il y a plusieurs textes. Le bac, c'est une autre histoire. Donc du coup, il faut pouvoir mettre, si vous voulez, il faut prendre le temps de pouvoir mettre en place un planning et puis de mettre, si vous voulez, les matières à fort coefficient, de pouvoir organiser le temps en fonction des matières. Et puis, cette organisation doit être visible, elle doit toujours être face donc, au bureau ou bien sur un frigo, de manière à ce que le parent puisse gérer avec l'enfant son emploi du temps, sans stress encore une fois, c'est juste un appui. Et tout ça pour évidemment combattre la procrastination et puis ne pas laisser pour demain, pour après, etc. Donc du coup, toujours mettre 1h30 pour les grandes classes de cours et puis ensuite suivi d'une pause et on alterne les matières. Ça, c'est pour la révision. Pardon Zineb, oui, donc vous dites 1h30 pour les grosses matières, ensuite une pause. Vraiment, on va pousser la question jusqu'au bout. Une pause de combien de temps? Idéalement. On peut faire une pause de 30 minutes. De 30 minutes parce que le cerveau se dit qu'il peut travailler intensément car il s'agit d'un temps qui sera balisé. Donc, il est en revanche contre-productif si, par exemple, il se dit je vais commencer le matin en se disant ben, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Donc, du coup, il faut absolument fractionner la journée, mettre de bonnes pauses où l'enfant ou l'adolescent va s'aérer l'esprit, va penser à autre chose. Après, il faut pas oublier qu'on est dans une ère de digital. L'enfant, il est collé à son téléphone, à ses écrans. Donc, il faut pouvoir mettre en place une forme de compromis. Alors, donc, par rapport à la pause, justement, par rapport à cette pause, vous l'avez très bien dit, les enfants sont constamment connectés. Pour eux, la pause, c'est au lieu d'aller jouer à l'extérieur, aujourd'hui, c'est synonyme d'être connecté. Est-ce qu'on tolère ça? Est-ce qu'on les laisse, par exemple, aller sur les jeux, aller devant une télé tout court pendant cette pause? Alors, cela dépend sincèrement de l'engagement de l'enfant par rapport à sa motivation pour la réussite de cette année. Il y a des enfants qui se disent, voilà, il me reste plus que 2 semaines de préparation, donc du coup, je vais essayer d'organiser mon temps. Mais Yasmine, aujourd'hui, les enfants et leur téléphone, on va dire que c'est devenu le rapport avec ce qu'on a vécu pendant le confinement, le rapport avec le téléphone a changé. Pour certains enfants, ils me disent c'est la continuation de ma main, mon téléphone, je ne peux pas le poser. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ça dépend de la motivation des uns et des autres. Moi, ce que je recommande, évidemment, c'est de mettre le mode avion, de le mettre de côté, parce qu'on a besoin d'une concentration pleine. Ceci dit, lorsque on est en terminale, lorsqu'on est en première, lorsqu'on passe son brevet, le parent peut arriver et vérifier si l'enfant est connecté ou pas, si l'enfant est à une période, à une phase de qualité d'études. Donc pour moi, le téléphone doit être mis de côté, évidemment. Je ne pourrais jamais dire le contraire. Laissez pendant les petites pauses votre enfant regarder son téléphone, c'est pas un problème. Si vous lui faites confiance, c'est pas un problème. Il faut trouver un compromis. Ça ne sert à rien de mettre en place une forme de chantage. Ça ne sert à rien, surtout à cet âge-là. Parfait. Et donc, alors j'ai une question qui nous vient tout droit de la régie, c'est le réalisateur qui vous la pose. Est-ce que la veille de l'examen, les enfants continuent à réviser ou pas? Alors, ça dépend. La veille de l'examen, les enfants
continuent de réviser de façon générale pour satisfaire leur inquiétude. Mais la veille de l'examen, il faut juste dormir tôt. C'est tout ce qu'on demande. Mais dire à un enfant la veille de l'examen, tu fais rien, c'est compliqué. Ceci dit, au niveau, si vous voulez, si on veut résumer la préparation de l'examen par rapport à 4 piliers, il y a une forme de régularité. Cette régularité, c'est la clé. Il faut que l'enfant soit constant toute l'année. Lorsque, pendant mes séances avec les enfants, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, si vous me permettez. C'est un enfant qui fait sport-études. Et donc, du coup, il est en sport-études foot et il a besoin donc d'avoir de très bonnes notes pour réussir son année. Donc, c'est le sport et l'école. Et donc, du coup, en maths, il n'y arrivait pas. Mais alors, à travers nos séances, je lui disais, mais comment tu fais pour passer de très bonnes... Enfin, comment tes compétitions, tu les réussis? Il me dit, c'est toujours la même chose. C'est parce que je m'entraîne très fort toute l'année. C'est toujours la même chose. Donc, pendant une compétition, je ne fais pas la différence entre la compétition ou l'entraînement. Donc, du coup, c'est là où la régularité et le travail constant peut aider l'enfant pendant une évaluation à se dire, finalement, c'est la même chose qu'en temps normal. Donc justement, ne pas considérer cet instant comme un moment solennel, mais se dire que c'est comme les autres jours, en fait, d'où l'importance de la régularité, comme vous l'avez si bien expliqué, Zineb. Oui, exactement. La régularité, c'est la clé. L'enfant arrive à mieux gérer son stress. C'est parce qu'il est régulièrement en train de faire ses exercices. Il est régulièrement en train de travailler. Des fois, ça peut prendre quelques minutes par jour. Des fois, ça peut prendre c'est tous les jours pour chaque leçon. Et c'est ce qui fait qu'il a pu gérer si vous voulez, son stress. Parce que lorsqu'on parle d'évaluation, on parle généralement, est-ce que je suis capable de passer cette évaluation? Donc, lorsqu'on se demande si on est capable ou pas, ça veut dire est-ce qu'on est prêt? Si on est prêt, ça veut dire qu'on l'a déjà fait chez nous. Si on l'a déjà fait chez nous, ça veut dire qu'on a déjà préparé un ensemble d'exercices, préparé un ensemble d'examens pour ce jour-là. Donc, du coup, ce jour-là, finalement, pour certains, ça devient, si vous voulez, tout à fait normal. C'est pas du tout officiel. Il n'y a aucune sacralité autour. Ensuite, il faudrait aussi que l'enfant anticipe ses évaluations, c'est-à-dire qu'il fasse ses recherches. Si par exemple, il est dans un système français, il pourrait aussi voir comment ça se passe dans les autres académies, au même niveau. Si par exemple, il passe son brevet, voir les brevets précédents. Donc tout ça, ça permet à l'enfant de brasser toutes les possibilités de l'évaluation. Et puis, il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle la validation. La validation, c'est un exercice qui est très simple. C'est quoi? C'est au fait la manière de faire les 20% pendant l'évaluation qui vont valider les 80% de travail. Donc, valider, c'est un petit peu la loi de Pareto, pour ceux qui la connaissent. Peut-être que les adolescents ne connaissent pas encore cette loi. Au fait, c'est les 80-20. Vous avez fait 80% du travail, eh bien, il va vous rester 20%. Et ce sont ces 20%-là qu'il ne faut surtout pas laisser de côté, qu'il ne faut pas biaiser. Donc, c'est relire, c'est se centrer sur son évaluation, se demander est-ce qu'on n'a pas oublié donc une formule, se demander si on n'a pas, si on a bien lu les questions de l'évaluation. Dans chaque question, il y a des verbes. Ces verbes, ce sont des actions. Ces actions vont définir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Après, Yasmine, pour clôturer, si vous voulez, il y a la motivation. Évidemment, la motivation, c'est on va dire, mon travail aussi, c'est d'amener du sens. Parce que quand on voit que les enfants, généralement, ils disent de toutes les manières, je ne vais pas travailler la physique parce que la physique, ça ne sera pas mon métier plus tard. Donc, il manque de sens. C'est leur donner le sens de ce qu'ils font, leur faire comprendre que ce qu'ils font, c'est important pour eux, pour un dossier académique, par exemple. Et les mathématiques, pour certains, ça ne veut rien dire, mais ça donne de la logique, ça donne du recul, ça donne, si vous voulez, un esprit... si vous voulez, où l'enfant, il crée une forme d'endurance parce qu'il va toujours s'entraîner. Donc, du coup, la motivation, c'est surtout leur donner, expliquer le sens de ce qu'ils font à ce moment-là.
et leur dire voilà pourquoi c'est important pour vous et voilà pourquoi c'est important pour la suite de votre cursus scolaire. À la limite, ça, c'est plutôt à la rentrée qu'il faut le faire. C'est-à-dire, c'est vraiment au moment où on démarre l'année scolaire que les enfants doivent comprendre, qu'ils soient petits ou moins petits, le sens derrière une matière. Parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, leur parler de leur avenir professionnel, ça ne leur parle pas trop. C'est plutôt essayer de mettre en contexte ces matières qui peuvent paraître tellement floues. Dépend des âges. Par exemple, pour les petits, la réussite de la matière va dépendre de leur maîtresse ou de leur maître. Pour les collégiens, pareil. Il faut vraiment que, par exemple, pour les matières importantes ou toutes les autres matières, il faut que l'enseignant porte sa classe et leur donne envie de travailler sans pour autant qu'il y ait le bâton et la carotte, c'est bon, c'est pas bon, et donc du coup tout de suite les punitions. Alors du coup, donner le sens à la matière, généralement les enfants ne savent pas pourquoi. Par exemple, au primaire, ils vont travailler les territoires et la géographie dans d'autres pays, ou bien ils ne comprennent pas pourquoi ils vont faire les fractions. Donc lorsque on essaye de démystifier les choses, par exemple en leur expliquant simplement que ça va nous permettre d'avoir une vision, et surtout lorsqu'on parle d'anticipation, c'est pour préparer les autres leçons. Et voilà, et donc leur expliquer que grâce à cette leçon, on va comprendre la suivante, et grâce à la suivante, on va pouvoir élargir, si vous voulez, notre spectre de connaissances. Et donc tout ça, c'est peut-être aussi le rôle, si vous voulez, pour les parents, de donner envie pour certaines matières compliquées aux enfants, avec... Aujourd'hui, sur YouTube, on a énormément de tutos qui expliquent les choses très ludiques et qui vont permettre aux enfants de comprendre les choses de manière moins, si vous voulez, académique. Après, au niveau des grandes classes, lorsqu'un enfant n'a pas de bonnes notes, eh ben, il va se dire que de toutes les manières, ça va me servir à rien. Je ne veux pas être scientifique, je serai littéraire. Ou bien, je ne veux pas travailler la science parce que je serai psychologue. Donc du coup, il se cache derrière les croyances limitantes et décide que ça ne sert à rien, mais au final, à travers des questions, l'adolescent a des prises de conscience et il commence à travailler. Je peux vous dire, parce que j'ai déjà fait l'exercice maintes et une fois avec plein d'adolescents, ils commencent à travailler, même les post-bac. Même ceux qui sont en école de médecine, quand ils arrivent à la première et à la deuxième année où ça commence à devenir très difficile, ils veulent tout arrêter. Donc encore une fois, leur donner du sens à ce qu'ils font, leur redonner confiance en eux, revoir toutes les capacités qu'ils ont déjà réalisées et toutes les aptitudes qu'ils ont, fait que l'enfant, comme un moteur, il reprend. Et ensuite, il repartit dans un bon bateau de croisière. C'est ça, c'est qu'ils reprennent confiance en eux et ça, c'est vraiment très, très, très important. Rapidement peut-être, en 1 minute, comment on gère le stress, la veille et le jour J? Des conseils pratiques, Zineb Lamati. Alors, des conseils pratiques, par exemple, il faut vraiment que l'enfant s'arrête de travailler à un moment donné dans la journée, la veille de l'examen, qu'il ne s'arrête pas à 10h ou 11h du soir, qu'il s'arrête à 20h, qu'il ait un repas de famille, que surtout ses parents ne lui parlent pas de l'examen. C'est très important que les parents soient, si vous voulez, que le parent porte l'enfant et le rassure. Qu'il n'y ait pas un problème de famille ce jour-là, qu'il n'y ait pas des discussions trop compliquées ce jour-là, qu'on ne froisse pas l'enfant ce jour-là, qu'on le laisse, si vous voulez, dans sa zone de confort. Il peut relire ses fiches avant de dormir. Encore une fois, c'est que pour le rassurer, ce n'est pas quelque chose qui va l'informer en plus. Dormir tôt, c'est vraiment la chose la plus importante. Dormir tôt pour que le cerveau puisse assimiler le tout, que l'enfant au réveil soit dans ses aptitudes les plus totales. Et puis surtout, lorsque l'enfant dit à son parent « je suis mal la veille de l'examen », c'est très important de comprendre comment est-ce qu'il ressent son stress. Les mains moites, le cœur qui bat, le ventre noué, les sueurs, il faut pouvoir expliquer ce qu'il a. Ensuite, lui demander où est-ce que c'est noué, est-ce que c'est au ventre, est-ce que c'est au cœur, lui faire de la respiration si jamais l'enfant a du mal à respirer. Encore une fois, ce sont là, je parle des cas extrêmes, mais sinon, l'enfant a besoin d'une chose, c'est d'entendre qu'il est capable de réussir et qu'il a bien fait son job. Donc du coup, juste rassurez-le et dites-lui
que c'est votre enfant, que vous le connaissez, et parce que vous le connaissez, vous avez confiance en lui et que tout se passera très bien. Et que surtout, il y a beaucoup d'amour et de tendresse. Merci infiniment, Zina Belhamati. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour nous, parents. Un grand merci à l'implication de tous en régie, du papa réalisateur avec nous. Et puis, au plaisir de vous retrouver demain pour un nouvel épisode. Celui-ci est disponible dès à présent sur notre site mediantv.com. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous sur Median TV. Au revoir.